Il y a de la qualité dans l'énergie. L'électricité, c'est une forme d'énergie extrêmement, qui a beaucoup de qualité. On peut la transformer en toutes sortes de choses avec une grande efficacité. Par contre, l'énergie solaire thermique, c'est pas mal plus difficile de faire, par exemple, de l'électricité ou faire de la lumière avec ça. C'est extrêmement peu pas de rendement, le rendement n'est pas important. Donc, il y a toute une qualité de. On va utiliser, par exemple, tout ça amène à dire qu'on va utiliser, par exemple, du bois, qui a une qualité énergétique moins intéressante, plutôt que pour chauffer, plutôt que d'utiliser l'électricité qui a une qualité énergétique beaucoup plus élevée. On considère aussi toute l'énergie qu'il y a dans les matériaux. Quand on construit une maison, ben, il y a des matériaux qu'on utilise, et ces matériaux-là, on va utiliser de l'énergie. Et là, on calcule cette énergie-là pour que parce que c'est bien intéressant de mettre bien du foam, par exemple, isolant de la maison, sauf que le foam utilise énormément d'énergie pour sa fabrication. Et à ce moment-là, il y a un moment donné où ça ne vaut plus la peine parce qu'il y a tellement d'énergie dans le foam que ça ne payera même pas sur la durée de vie de la maison. Donc, c'est des choses qu'il faut considérer, dont l'énergie. On a considéré aussi les déchets de construction. Donc, quand on prend une maison, qu'on la construit, il y a des déchets. Quand on la détruit, il y a d'autres déchets. Donc, ça aussi, on a tenu compte de ça. Et toute la question de prise en charge par le milieu, donc des technologies adaptées. Plus on va avoir des technologies simples, plus les gens vont être capables de le faire eux-mêmes. Donc ça, c'est important aussi pour nous. Et toute la question de ce qu'on appelle la résilience. La résilience, c'est être capable de résister au changement. Alors, là, toute la litanie de choses que je vous ai fait tout à l'heure, les problèmes climatiques, énergétiques, etc., eh bien, il faut être capable, si on tient compte de la résilience, il faut être capable d'avoir un système qui va pouvoir continuer de fonctionner, même quand il y a des crises. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous aussi. Donc si je fais un résumé assez rapide des phases, on a la première phase qui s'est déroulée de 2000 à 2011. Donc 6 maisons de construire, des bâtiments agricoles, bâtiments multifonctionnels, bâtiments qui utilisent donc de l'énergie bois pour le chauffage, des matériaux locaux qui sont plus énergivores. Actuellement, sur cette partie-là, il y a 5 maisons en Ballot-Park et une en Boiron. Donc, des matériaux qui sont le plus local possible. Et c'est des matériaux aussi qui stockent du carbone. C'est des matériaux qui ont poussé, qui ont stocké du carbone. Quand on les met, on va le séquestrer pour la durée de vie de la maison. Dans le cas des maisons, on est à R30 pour les murs. Ça, c'est une analyse qu'on a fait faire l'hiver dernier. Et la norme actuelle est de R24.5. Donc, on est vraiment au-dessus de la norme. Ça, c'est le minimum. Au niveau électrique, on consomme autour de 3 000 à 8 000 kWh par année. Et pour vous dire, une maison ordinaire actuelle, c'est autour de 30 000 kWh par année. Au niveau du bois, on utilise 5 à 8 cordes de bois, parce qu'on a tous des foyers de masse, des foyers qui sont extrêmement performants. Aussi, je ne vais pas trop entrer dans le détail, on a une énergie nette. L'énergie nette, c'est l'idée que quand on sort de l'énergie, ça prend de l'énergie. Il faut investir de l'énergie pour avoir de l'énergie. Okay? Dans le pétrole, on est rendu autour de 15 à 20. Donc, ça veut dire pour chaque litre de pétrole qu'on produit, pour chaque litre de pétrole qu'on va investir, on va en sortir 15 à 20 litres. Okay? Ça, c'est la même chose. Chaque énergie que je peux investir dans la récolte de bois, bien, je ressors 100 fois plus d'énergie que ce que j'ai investi, ce qui est extrêmement élevé. Tout ça parce qu'on a tenu compte de la capacité portante du bois. Les déchets ultimes de construction sont très faibles, moins de 100 kg, c'est même ridicule. Donc, on les mettait, même en la période de construction, on mettait moins de poubelles que les voisins. Okay? Ce qui est normalement, c'est le point d'être le cas. Intégration paysage, donc on a tout un concept d'intégration paysage, on va plus trop là-dedans. Et on a, selon la réglementation, densifié au maximum le milieu bâti. Il faut savoir que la réglementation provinciale nous contraint énormément le milieu rural au niveau de la densification. Bon, et on joue avec. Est-ce qu'on peut? La deuxième phase, là, c'est 9 maisons, mais 18 logements potentiels, encore des nouveaux bâtiments agroforestiers. Là, ce qu'on a ajouté, on a, entre les deux phases, on a mis une zone verte où il n'y a pas de voiture. Donc, quelque chose là, on peut installer, on peut instaurer quelque chose d'intéressant, notamment pour les enfants. Obligation de foyer de masse, obligation de panneaux solaires thermiques pour le chauffage de l'eau domestique.
Construction bioclimatique. Donc, les maisons doivent utiliser le solaire passif, les vents, l'isolation éco-efficace. Donc, elles doivent être orientées sud. Aussi, des parements, en fait, tout ce qui est de parements et de couverture, c'est assez contraint parce qu'on a limité ça au bois. Dans le cas des parements, comme sur les murs, du bois ou du crépi. Et le toit doit être soit couvert en bois ou en ardoise, mais pas des grosses marches. Tout ça, c'était dans une idée de. Bon, il y a toutes sortes de choses, mais il y a aussi une idée du paysage. Donc, augmentation de la densité, j'en ai parlé. On a aussi intégration. Bon, évidemment, comme on avait déjà une première phase, on a dit on va intégrer la deuxième phase avec la première. Et si on regarde un peu sur une carte, vous voyez la première du Google. Hein? Donc, la première phase est ici en rouge. Et la deuxième va se développer dans ce coin-là. Et c'est là qu'on voit l'espace, on garde l'espace vert, donc l'espace agricole qui est cultivé, qui est utilisé pour des fins de production alimentaire. Il faut noter aussi que chacun produit ses propres légumes, ses fruits, etc. Ça, c'est les terres, le reste des terres, c'est réservé vraiment à tout ce qui est plus complexe, par les foins, par les céréales, etc. Ce qu'on appelle les grandes cultures. Donc, si on regarde un peu quelques photos, donc maison bioclimatique, c'est la maison. C'est une maison solaire passive, donc ça monte au sud. Et, de cette façon-là, on est capable d'avoir l'hiver, ça va 50% de notre chauffage qui vient du soleil. On a du photovoltaïque, on a toutes sortes d'éléments. Et vous voyez, mon foyer de masse, il est juste au bout là-bas. Donc ça, c'est mon foyer qui chauffe ma maison. Je n'ai pas de plainte de chauffage dans la maison, je ne chauffe qu'au mois. Et ça, qui est intéressant, c'est que je vais entrer une douzaine de bûches dans mon poêle et je vais chauffer la maison pour 24 heures. Et habituellement, avec ça, je suis capable de chauffer du bois de moindre qualité. Okay, donc, je ne suis pas obligé de prendre du bois de chauffage de top qualité, je peux passer du bois. Ou bien même, j'ai chauffé en hiver juste avec du bois, du peuplier, du lit. C'était comme du carton dans le poêle. Je chauffais un petit peu plus souvent, peut-être 2 fois. J'en avais même 3 dans les grands froids. Mais normalement, si on chauffait avec du bois franc, là, je chaufferais 1 fois par jour, et des fois même, il faut passer des jours. Ça arrive de chauffer ces temps-ci, on peut passer 2-3 jours sans chauffage, sans rechauffer le foyer. Donc, l'isolation, je montrais la maison en paille, biomasse locale pour le chauffage. Donc, vous voyez, les toits sont en bois, beaucoup de bois utilisé. C'est très bon dans le milieu forestier. On a aussi l'éolienne pour le cégep de Jonquière. Vous savez qu'on a un site école. Donc, on a un site école et on a installé une éolienne pour les étudiants de programme terre parce qu'il n'y avait pas de milieu où ils pouvaient utiliser la tour spéciale, surtout sur le Tilted Tower, là, surtout pour monter et descendre. Et là, ça permet justement, on a eu la semaine passée un groupe, on a descendu l'éolienne, on l'a remonté dans le tunnel. Et donc, ça permet de faire certains travaux d'équipe. Bon, on utilise les capteurs plats thermiques, du photovoltaïque actuel qui fonctionne à l'huile végétale directement. On a même expérimenté avec un VPT électrique, capteur thermique sous vide. On a essayé plein de choses. Ça, c'est un autre type de capteur que j'ai conçu aussi. C'est un toit solaire, donc on peut chauffer l'eau avec ça. Et ça coûte pas cher, c'est fait par des personnes. Ça vient pas d'une usine. Puis on fait aussi des essais de culture énergétique. Donc ça ressemble un peu au niveau de l'énergie. Au niveau de l'agriculture, on travaille beaucoup avec la question de permaculture, donc, et la question de l'être humain qui est au centre. Donc, l'être humain est au centre, mais en même temps, il faut une intégration harmonieuse dans les cycles naturels. Et l'objectif, c'est de limiter la nature aussi. Donc, en observant la nature, on est capable de trouver des stratégies, de trouver aussi des techniques qui sont extrêmement, des technologies qui sont extrêmement intéressantes à mettre en œuvre. Bon, il y a toutes sortes de concepts que là, je ne passerai pas, là, parce que c'est moins pertinent. Aussi, un autre aspect, c'est que dans le niveau agricole, plutôt qu'on a décidé de rapprocher, finalement, en faisant les coimeaux, on rapproche le consommateur de la production. Donc, ce n'est pas la production qu'on amène, c'est pas comme l'agriculture urbaine, on va rapprocher l'agriculture de la consommation, c'est l'inverse, c'est qu'on prend les gens, on les met dans un milieu où est-ce qu'on est capable de produire. Donc, c'est tout lié avec la question de l'habitat. Donc, l'intégration des éléments nécessaires à l'habitat humain dans son sens général, c'est ce que je disais. Donc, la question de la capacité sortante, on n'y avait pas. On a aussi adapté la réglementation municipale, ce qui est extrêmement important, c'est que normalement, en ville, on n'a pas le droit de parce que nous, on serait considéré comme en ville. Hein. On n'a pas le droit d'utiliser, d'avoir des poules, puis de certaines choses qu'on ne peut pas faire. Pour la question des jardins en façade, etc. Nous, on avait tout réglé ça d'emblée.
Donc, déjà, en 98, donc là, nous, on a beaucoup de possibilités à ce niveau-là. Et c'est toutes des possibilités pour les municipalités. Et aussi, un autre aspect, c'est qu'on a beaucoup d'outils, des outils de production. Là, on parle de la question des superficies agricoles, la machinerie, etc., qui peuvent être mis à la contribution pour les gens à l'intérieur de l'éco-hameau pour leur utilisation, soit pour en vivre, soit personnel, etc. Donc, des choses qu'on peut mettre comme ça. Et maintenant, on est même déjà, nous, dans la deuxième phase, on est rendu à la deuxième génération. Hein. On disait que ça faisait 23 ans. Il y a des gens qui sont nés dans l'éco-hameau et qui ont acheté des terrains pour justement habiter dans l'éco-hameau. Donc, on vient à la deuxième génération et cette génération-là est très intéressée justement à faire de la production agricole. Donc, toute la question de développer des technologies adaptées à la production agricole diversifiée, des savoir-faire adaptés à une agriculture qu'on va appeler post-pétrolière. Créer aussi des éléments fertilisants le plus complets possible. Donc, on valorise un paquet de choses qui nous permet justement de se passer de tout ce qui est fertilisants chimiques et de préserver et d'améliorer la beauté du paysage. Ça aussi, ça a un aspect qui est important. Donc, ça, c'est un peu des choses qu'on a expérimentées, les serres solaires. On a des cultures sans travail de sol. On a, par exemple, ça ici, c'est des cultures d'haricots qui ont été faites, mais qui sont semées directement dans le gazon. Là. Le gazon est conduit à la tondeuse. C'est vraiment la tondeuse électrique ici. Donc c'est tondu qu'on voit une récolte. On peut récolter des haricots secs sans avoir à travailler le sol. Donc, semé directement. On a des cultivars très spéciaux aussi de certaines choses. Je mentionne juste une chose. Par exemple, une tomate qui s'appelle la tomate Madagascar, qui est une tomate qui peut se conserver jusqu'au mois de juin de l'année suivante. Donc, on produit des tomates, on les stocke, et on a des tomates de très grande qualité, extrêmement bonnes, en fait, dans tout l'hiver, et qui sont fraîches. Donc, il n'y a pas besoin de chauffer une serre pour ça. On a aussi différentes sortes de trucs végétaux. Là, vous ne les voyez peut-être pas, là, mais c'est des kiwis, on a des petits kiwis rustiques, on a des vignes. Là, ici, c'est des noyers japonais qui n'est pas supposé pousser ici, mais qui poussent très bien. Et j'ai un ami aussi qui a des châtaigniers, toutes sortes de trucs pour les productions de bois. Donc, c'est toutes des choses qu'on expérimente. La serre qui est là, la serre solaire, c'est une serre qui sert à produire à l'année, mais c'est en fait un petit laboratoire qui permet de faire des cultures à basse température. Ça nous permet aussi de faire des expériences sur le traitement des eaux grises avec le sol. On fait aussi production en serre tunnel. Serre tunnel, on essaie des choses, par exemple, là, on n'en voit pas, mais on a un bâtiment qui sert pour mettre des arbres fruitiers particuliers comme des figuiers. On a mangé nos premières figues d'ailleurs cette année. Des figuiers, des pêchers, etc., qu'on met en pot, puis on rentre les pots à tous les automnes, et on les ressort au printemps. Et à ce moment-là, on peut avoir des fruits qui viennent, au lieu de venir d'ailleurs, ils viennent d'ici, mais qui des fruits, ça augmente la diversité. Et on fait ça aussi dans les grandes tunnels. Comme là, dernièrement, en fait, il y a 2 jours, j'ai mangé encore des fraises. Dans une des sacs pas chauffés, il n'y a pas d'énergie qui est mise là-dedans. C'est vraiment ça qu'on appelle ça des tunnels. C'est des sacs qui sont non chauffés. Et on peut augmenter de beaucoup la diversité et la durée. On travaille aussi sur maintenant le recyclage des eaux grises, des gestions humaines, on travaille avec les toilettes à compost, etc. Donc il y a toutes sortes de choses là-dedans. Les grandes cultures, donc on fait les foins, on fait les foins de différentes façons. Là. Je le fais même à la main pour expérimenter comment ça se fait. Et on fait au facteur aussi, parce que avec les animaux, c'est plus exigeant. Et on fait aussi des grandes cultures. Vous voyez ici, c'est de l'orge et du blé ici. Donc on fait des céréales. Et vous voyez la petite moissonneuse batteuse microscopique qu'on a fait venir de Chine, justement, parce qu'ici, tout ce qu'on a, c'est des monstres. Donc ça, c'est une petite machine qui est extrêmement performante et qui nous permet de faire des petits champs et d'aller un peu n'importe où avec. Là, ça monte des côtes incroyables. Et ça moissonne très rapidement. Une poche de 25 kg prenait 2 minutes à remplir. Ça va très rapidement. Et aussi, on travaille beaucoup en forêt multi-ressources, donc on a une scierie, on récolte des champignons, on a des rabières aussi. Donc, je vous disais, on utilise des outils manuels, ça c'est une faux, des pommes de terre donc, qui
enchaussés à la main avec des outils appropriés qui font que c'est pas aussi exigeant que ce qu'on pourrait s'imaginer. Conditionnement des aliments, on travaille beaucoup avec le séchage, entre autres. En fait, toutes sortes de façons de faire, mais on travaille beaucoup actuellement sur soit de préserver des fruits et légumes vivants, donc frais, ou alors de les sécher, parce que le séchage prend 7 fois moins d'énergie que la congélation. Et ça se conserve sur plusieurs années, puis si on perd le courant, il n'y a pas de problème, on a tout ce qu'il faut. Et donc, les tomates séchées, en tout cas, moi, dans ma famille, c'est quelque chose qu'on fait en quantité assez supérieure. Tout faire des sauces, on fait des tomates séchées. Et après ça, on refait des sauces avec ça. C'est des choses qu'on expérimente. Je pense ça expérimenter, puis il y a énormément de choses à dire. Donc, rapidement, je vais terminer là-dessus. Donc, avec tout ce que je vous ai dit dans la première partie, puis avec ce que je vous ai dit de ce qu'on fait, il y a des choses que tout le monde peut faire ou à peu près. Donc, il y a deux plans là-dessus. Il y a le plan collectif. Donc, il y a toute une question d'implication politique. Une fois qu'on est conscient de ça, à un moment donné, c'est important d'amener ça au niveau politique. Quand je dis politique, entre guillemets, ça veut dire que ce n'est pas juste dans les partis politiques. Moi, personnellement, je suis beaucoup impliqué dans tous les partis politiques. On va voir tout le monde. Là. Souvent, les partis m'invitent à faire des présentations. Je vous amène des éléments de ce que je vous ai présenté. Et puis, quand tranquillement, on a réussi à tout à faire passer bien des idées dans différents partis, justement, pour améliorer la situation. Bon, évidemment, tout ne passe pas. Il y a des choses, des fois, qui vont un peu trop loin pour eux autres. C'est tranquillement, on va faire avancer les organisations politiques. Il y a aussi toute la politique qui est plus d'implication, pas seulement dans les partis. Aussi l'implication dans les groupes de ville en transition. À Allemagne, il y en a un d'ailleurs. Donc, les villes en transition, c'est pour essayer de créer une espèce de momentum pour une espèce de communauté, en tout cas, je peux appeler ça, qui permet justement d'essayer de trouver des solutions pour sa propre ville, pour passer cette transition vers un monde qui va être passablement différent de celui dans lequel on a vécu. Au niveau personnel, parce que c'est très important le collectif, mais aussi le personnel, on peut faire des choses. Donc, développer des compétences, des savoir-faire. Les savoir-faire, c'est un peu en perdition aujourd'hui. On est très spécialisé. On fait une chose, puis on ne fait pas le reste. On appelle un expert. C'est la dictature des experts. Donc, les savoir-faire, des choses très simples. L'art culinaire, des ingrédients locaux, de saison, moins carnés, biologique. Juste ça, c'est déjà pas mal de choses. Du jardinage, arboriculture fruitière à noix, le compostage, les petits élevages, menuiserie, plomberie, etc. L'électricité, il y a plein de choses qu'on peut faire. Puis ça nous rend aussi plus autonome, on est plus capable de faire des choses, puis ça nous coûte pas mal moins cher. Quand on a une maison, on peut réisoler la maison si c'est nécessaire, la modifier, faire ce qu'on appelle en anglais, du solar retrofit, donc de